Il est 13h, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. La situation d'insécurité pour certaines communautés africaines en Tunisie. Le gouvernement ivoirien a décidé d'un rapatriement immédiat de plusieurs centaines de personnes. La Côte d'Ivoire reçoit ce samedi ses premiers ressortissants qui ont émis le vœu de rentrer au pays. Des vols de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire assureront ce rapatriement à compter d'aujourd'hui. Nous irons à Paris, porte de Versailles, où se tient le Salon international de l'agriculture 2023. La Côte d'Ivoire, présente à ce salon, bénéficie de l'expérience de la France en matière de préservation de la forêt. Le CNRA et l'ANADER exposent sur le changement climatique et la sécurité alimentaire. À suivre dans ce journal les points de nos reporters. Dans la soirée d'hier, vendredi, Emmanuel Macron, le président français, est arrivé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ce samedi, il a été reçu par Félix Tshisekedi au Palais de la Nation. Le président français a affirmé que la République démocratique du Congo ne devait pas être un butin de guerre. Voilà pour l'essentiel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. On ouvre ce journal avec cette information relative à l'agenda du chef de l'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan hier vendredi pour la France. Présent à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour son départ, des membres du gouvernement, le vice-président de la République, Tiemokom Eliette Koné, le président de la République qui, donc, depuis hier, a quitté Abidjan pour la France. Puis toujours dans l'actualité nationale, dans le fil de l'actualité, suite aux événements qui ont cours en ce moment en Tunisie, le gouvernement ivoirien, nous le disions à l'instant dans les titres, a décidé d'un rapatriement immédiat de plusieurs centaines de personnes. La Côte d'Ivoire reçoit donc ce samedi ses premiers ressortissants qui ont émis le vœu de rentrer au pays. Des vols de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire assureront ce rapatriement à compter d'aujourd'hui. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, était hier sur le plateau de 20h pour donner quelques précisions à cet effet. Il répondait aux questions de Kolo Koulibaly. Un extrait de son intervention. Nous avons au total 1300 de nos compatriotes qui ont été recensés au niveau donc, de l'ambassade. Donc le premier vol arrive entre 13h et 14h. Et en raison de la capacité donc, de l'appareil qui est affrété, c'est 145 de nos compatriotes donc, qui vont rentrer. C'est environ 500 candidats donc, qui ont été, je dirais, présélectionnés. Et donc cela fait, en termes d'estimation, environ 5 rotations. Alors, comme je l'ai indiqué lors du compte-rendu du Conseil, le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, suit personnellement ce dossier. Et il s'est engagé à faire en sorte que ceux qui sont déjà là-bas bénéficient d'une première prise en charge. Ceux qui ont réussi à arriver à l'ambassade, c'est pourquoi je parle de déjà là-bas. Ceux qui ont réussi déjà à arriver à l'ambassade, ils bénéficieront donc d'un accompagnement de l'ambassade. En cela, il y a une enveloppe d'un peu plus de 275 millions donc, de nos francs qui ont été débloqués. Mais pour ceux qui rentreront, il y a un dispositif qui sera à l'aéroport pour pouvoir les accueillir. Des bus de la SOTRA ont été réquisitionnés pour les conduire dans un premier temps dans un centre de transit qui est l'INGS, où ils devront rester 3 jours maximum. 3 jours maximum, et pendant ces 3 jours, ils bénéficieront d'une prise en charge médicale, d'une prise en charge psychologique. Ils seront enregistrés, les identités seront vérifiées. En ce sens, aussi bien les services de la DST que de l'ONESI donc, seront mis à contribution pour pouvoir donc, vérifier les identités de ceux qui rentrent. Et une fois tout ce travail fait, ils seront autorisés à sortir et c'est à leur sortie qu'ils pourront bénéficier donc, du pécule que nous avons annoncé lors du Conseil des ministres. À l'instant, Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement. Direction à présent Paris, porte de Versailles, où se tient le Salon international de l'agriculture 2023, un lieu de promotion de produits agricoles et de l'élevage, lieu également d'échange et de partage. La Côte d'Ivoire, présente à ce salon, bénéficie de l'expérience de la France en matière de préservation de la forêt. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a échangé avec l'Office national des forêts au menu de leurs échanges de la politique forestière de la Côte d'Ivoire et bien d'autres sujets abordés. Envoyés spéciaux à Paris, Jean-Jacques Kwame, Kéria Dama. Pavillon 4 du Salon international de l'agriculture de Paris. Nous sommes au stand de l'ONEF,
Office national des forêts de France. Le premier responsable de cette structure accueille le ministre Laurent Tchagba et sa délégation. Une présence en ces lieux pour discuter du partenariat dans la mise en œuvre de la politique forestière de la Côte d'Ivoire. Nous avons eu un échange très intéressant à propos des problématiques qui touchent toutes les forêts du monde, celles de la France comme celles de la Côte d'Ivoire, les problèmes de séquestration du carbone, de lutte contre le réchauffement climatique, de préservation des forêts et bien entendu l'Office national des forêts et sa filiale ONF International qui a déjà travaillé en Côte d'Ivoire sommes tout à fait intéressés d'approfondir notre collaboration. Deux autres projets importants de la lutte contre la déforestation ont été évoqués par le ministre des Eaux et Forêts et la partie française. Les feux de brousse en Côte d'Ivoire nous handicapent à hauteur de 1000 hectares de forêt par an, avec beaucoup d'autres dégâts matériels comme humains. Et nous pensons qu'avec l'aide de l'Office national des forêts, on devait pouvoir mieux adresser les problèmes avec leur concours et leur expertise. Deuxièmement, nous avons voulu, dans le cadre de la collaboration, bénéficier de l'expérience de l'Office national des forêts pour nous aider dans le domaine de la séquestration du carbone pour ne serait-ce que nous permettre d'être éloquents dans ce que nous faisons dans l'élaboration des conventions de concession avec les privés. Les sujets portant sur la gestion de l'eau en forêt et les nouvelles essences d'arbres contre le réchauffement climatique ont été également abordés. L'Office national des forêts de France gère environ 3 millions d'hectares de forêt et dispose d'une spécialité dans la sauvegarde du couvert forestier. Et vous l'avez certainement reconnu à la voix, c'est autre envoyé spécial de la RTI à Paris, Mamadou Kouassi, qui signait ce reportage. Le Salon international de l'agriculture 2023 de Paris, on y a et on y reste pour parler cette fois des expositions qui ont lieu. Les structures sous tutelle du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural présentent leurs structures et les opportunités dans leur secteur. Le CNRA, le Centre national de recherche agronomique et l'Agence nationale pour le développement rural ANADER exposent sur les thèmes suivants, le changement climatique et la sécurité alimentaire. On retrouve nos envoyés spéciaux à Paris, Jean-Jacques Kwame, Kéré Adama. Le Centre national de recherche agronomique, CNRA, a présenté les résultats des études pour booster l'agriculture ivoirienne. Pour le principal conférencier, professeur Sangaré Abouraman, il faut adapter le changement climatique à la sécurité alimentaire. Le centre propose à ce sujet des variétés très prisées sur le marché mondial. Aujourd'hui, nos variétés hybrides de palmiers à huile que nous avons créées sur nos stations de recherche font le bonheur des pays comme la Malaisie, comme l'Indonésie, qui sont les premiers producteurs de palmiers à huile. Et leur matériel végétal est venu de la Côte d'Ivoire. Nous avons des collections les plus riches en termes de cocotiers, en termes de caféiers, qui sont abrités en Côte d'Ivoire et qui sont chouchoutés par la communauté internationale parce qu'ils savent que notre recherche est de qualité. Donc c'est ce qu'on est venu montrer au monde. L'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER a pour sa journée proposé un échange d'expériences entre la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc et la France pour trouver des solutions à la sécurité alimentaire. Qu'on essaye de développer avec la Côte d'Ivoire notamment des projets de recherche sur l'agroécologie, faire une transition agroécologique pour essayer de modifier les systèmes de culture, d'essayer de s'adapter au changement climatique. Au cours du panel, nous avons partagé nos expériences dans le domaine des activités résilientes pour améliorer la productivité agricole. Les changements climatiques qui s'imposent à nous, alors que nous au départ, personne n'était à l'origine. Et nous avons à faire face à des situations de sécurité alimentaire qui dépendent de cette situation-là aussi du changement climatique. Donc nous avons essayé de réunir un peu les expériences de par le monde pour voir comment est-ce qu'ensemble, la réflexion peut être poussée pour que nous subissions le moins possible les effets du changement climatique. Créée en 1993, l'ANADER a pour objectif principal de répondre aux sollicitations et besoins du monde agricole.
Et pendant que le Salon international de l'agriculture se tient à Paris, ici en Côte d'Ivoire, on note ces inquiétudes des professionnels et transformateurs industriels du cajou. Ils s'inquiètent de la forte concurrence asiatique et sollicitent une revalorisation de la subvention qui leur est accordée par l'État. Des impressions, une volonté qu'ils ont exprimée au cours de leur assemblée qui s'est tenue ici donc à Abidjan. Lancine Bakayoko nous en parle. Le cajou, sur les 1 040 000 tonnes produites en 2022, au moins 21% ont été transformés localement. Une bonne performance qui cache tout de même les difficultés rencontrées par les industriels locaux. En cause, la féroce concurrence qui vient de l'Inde, du Vietnam et du Brésil. C'est le produit fini, en réalité, qui a la plus grande valeur ajoutée et c'est celui qui va vraiment garantir la rentabilité en fait, de nos opérations et aussi la rentabilité en fait, des opérations de nos agriculteurs, de nos paysans, de nos parents paysans, qui sont les maillons faibles du système. Malgré les subventions accordées par le gouvernement, cette concurrence extérieure provoque de gros déséquilibres financiers chez les industriels transformateurs ivoiriens. D'où l'urgence de prendre des mesures additionnelles fortes, notamment un relèvement du niveau des subventions fixé aujourd'hui à 400 francs. Ce n'est pas de la philanthropie. Cela procède en fait du développement et de la participation. C'est comme si on aide à assainir, à développer l'environnement où nous prospérons. La hausse continue des prix des matières premières, l'insécurité autour de ces prix, la question des produits dérivés inexploités et l'accès au financement sont les autres problématiques soulevées par les transformateurs industriels au terme de leur assemblée générale ordinaire. La nouvelle présidente de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics de Côte d'Ivoire, Massanfi Bamba Diomandé, a officiellement pris la règne du réseau africain de la commande publique. À sa priorité, travailler au renforcement du rôle des systèmes de la commande publique dans le développement du continent. Lancine Bakayoko nous en parle. En matière de marché public, les acteurs privés sont en but à divers obstacles. Parmi ces obstacles, les conditionnalités financières hors de portée, qui sont généralement glissés dans les appels d'offres. Voilà une problématique souvent agitée, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais au niveau de l'espace africain. En prenant officiellement la présidence du réseau africain de la commande publique, l'Ivoirienne Massanfi Bamba Diomandé, qui succède au Swazi, Vuzi Maseboula, envisage une implication institutionnelle plus prononcée. La transversalité de la question de la commande publique et son rôle éminemment important et stratégique dans la mise en œuvre des politiques de développement de nos pays requiert un niveau d'engagement élevé des organes chargés de la gestion de son écosystème. Un écosystème qui devrait être revisité afin d'atteindre une célérité satisfaisante dans la conduite des projets d'infrastructure qui portent le développement et le progrès social, surtout dans un contexte d'ouverture des marchés en Afrique à travers la zone de libre-échange. L'intérêt commun qui guidera nos actions nous galvanisera certainement vers l'atteinte de l'objectif d'un développement accéléré de ce secteur au bénéfice de la satisfaction des besoins de nos populations respectives. Dans cette dynamique, la priorité, c'est de revigorer le secteur privé créateur d'emplois. Nous avons les mêmes principes en termes de promotion de la bonne gouvernance dans la passation des marchés. Donc, bien entendu, il est tout à fait intéressant pour les différents pays d'échanger afin de pouvoir faire ressortir les meilleures pratiques en matière de commande publique. Plateforme d'apprentissage et de réseautage, le RACOP a également procédé à la présentation du cahier de charges des coordonnateurs ainsi que le manuel de procédure. Un compte-rendu de Lancine Bakayoko et puis au chapitre de règlement de litiges commerciaux. La première promotion des arbitres professionnels a reçu ses diplômes. Ils sont 9 et ils constituent la première promotion d'arbitres diplômés professionnels formés à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest. La fonction de ces arbitres est d'agir et d'œuvrer à la promotion de l'arbitrage comme mode de règlement des conflits entre acteurs de la vie économique. Ils ont donc reçu leur diplôme de fin de formation. Une cérémonie qui a été donc organisée à cet effet à la Chambre de commerce et d'industrie à Abidjan Plateau.
Et au-delà du champ économique, un autre terrain aussi propice aux incompréhensions, celui de l'amour, du mariage, mieux de l'engagement contracté entre deux personnes qui ont fait le choix de vivre ensemble. Les textes de loi sur le mariage et la filiation de 2019 qui font office d'arbitre de ce choix ont bien évolué. On parle même d'innovation. Qu'est-ce qui a changé? Avec nos reporters Khalid Diomandé et Didier Nguessan, sortons à présent de loupe. Essayons d'y voir un peu plus clair sur les évolutions de cette loi du mariage et de la filiation de 2019. Après les deux premières réformes d'août 1983 et de janvier 2013, l'arsenal juridique de la Côte d'Ivoire relatif au mariage est révisité en juin 2019. Plusieurs dispositions nouvelles font leur entrée à la faveur de cette modification. Des innovations portant essentiellement sur la définition, la contraction du mariage, le régime matrimonial et la gestion du foyer. Le droit, c'est une dynamique. En fonction de l'évolution des sociétés, le législateur apprécie pour voir comment mettre en phase le droit avec les réalités sociales. Vous savez aussi que la Côte d'Ivoire est très préoccupée par les questions du genre, notamment des questions d'égalité, donc qui ont mené effectivement le législateur à s'approprier ce domaine législatif. Dans la législation ivoirienne, le mariage se définit désormais clairement comme étant l'union d'un homme et d'une femme célébrée devant un agent de l'état civil. Il est mixte et monogamique, contrairement à l'ancienne loi qui laissait libre cours à diverses interprétations. Donc on ne peut pas maintenant dire que la Côte d'Ivoire est en train de faire la promotion d'une autre forme effectivement d'union. Avec cette loi, les époux ont le choix entre 3 régimes matrimoniaux, notamment la communauté de biens, la séparation de biens et le contrat de mariage par acte notarié. Ce contrat de mariage, il s'appuie sur un principe de liberté matrimoniale qui consiste à offrir aux époux la possibilité de prévoir les règles qu'ils veulent voir régir leurs rapports patrimoniaux. Après avoir échangé avec les parties, le notaire va coucher par écrit les règles que les parties ont voulu adopter pour régir leurs rapports financiers et patrimoniaux. Donc une fois que cet acte est signé, l'acte va à l'enregistrement, il revient et on établit une expédition. C'est cette expédition que le couple est censé présenter au maire lors de la célébration du mariage. Le régime matrimonial choisi par les conjoints s'applique pour une durée de 2 ans avant toute modification, présenté désormais soit par les 2 époux, soit par l'un des 2. Toutefois, l'intérêt familial doit primer. Le juge va vérifier que le changement est demandé dans l'intérêt de la famille. Par exemple, l'autre époux décide que son conjoint a des activités qui financièrement sont dangereuses puisqu'il voit les créanciers toujours venir à la maison. Il saisit le juge en disant « bon, je souhaite changer de régime matrimonial pour passer de la communauté de biens, par exemple, à la séparation de biens ». Les populations se félicitent du champ de possibilités qu'offre ce 3e régime matrimonial. Je pense que ça va faciliter les choses. Comme ça, je suppose, en cas de divorce, il n'y aura pas à faire de bagarres, de trucs. Du moment que les décisions sont déjà écrites dans le contrat, voilà, il y aura juste à regarder et puis de partager les biens. Je pense que cette innovation peut permettre d'éviter beaucoup de malentendus. N'existant plus de chef de famille, les charges familiales sont supportées par les 2 conjoints à proportion de leurs moyens. Ce n'est pas 50-50. Si vous avez plus de moyens que madame, vous contribuez plus. Si madame a plus de moyens que vous, elle est appelée à contribuer plus. Mais en réalité, à la pratique, vous pouvez vous entendre pour contribuer aux charges du ménage selon la volonté de l'un et de l'autre. Le défaut de contribution aux charges du ménage peut entraîner un prélèvement sur le revenu du conjoint incriminé. Des dispositions plus égalitaires. Il faut que les femmes aussi fassent leur mue. Elles doivent se battre, être autonomes, prendre le contrôle de leur vie et savoir que quand on est en couple, chaque partenaire apporte sa contribution. À l'instar de la loi sur le mariage, celle sur la filiation subit également une mutation. Dorénavant, un enfant né hors mariage peut porter le patronyme de son père sans le consentement de l'épouse. Le conjoint doit juste informer cette dernière par acte de commissaire de justice. Dès que le commissaire de justice porte l'acte à la connaissance de la femme avec accusé de réception, la reconnaissance peut s'opérer.
on n'attend pas qu'elle accepte. Ce qui a motivé cette réforme-là, c'est l'intérêt de l'enfant. Vous savez que la Côte d'Ivoire est partie à plusieurs conventions au niveau international sur les droits des enfants. C'est un droit pour l'enfant que d'être reconnu par ses géniteurs. Cette loi est bienvenue pour le bien de l'enfant, parce que l'enfant n'avait rien à voir avec les histoires entre les deux parents. Donc c'est déjà une bonne initiative. Et j'espère que les couples vraiment vont prendre cela au sérieux et puis vont s'adapter à cette nouvelle loi. Certaines personnes ne l'entendent pas de cette oreille. Pour moi, venir annuler le consentement de l'épouse, lui enlever ce droit-là, de regard-là, c'est bafouer l'essence même du mariage pour moi. Ça ne sert plus à rien, je ne suis pas d'accord. On donne l'opportunité aux hommes de faire des enfants comme ils veulent au dehors. Voilà. Et là, ce n'est pas toujours bien. Et l'autre loi ne permettait pas ça. Concernant la femme mariée ayant conçu un enfant hors mariage, la paternité est automatiquement accordée à son époux, sauf preuve contraire. Quant à la dot, sa pratique ne constitue plus une infraction, sans être toutefois reconnue, laissant de marbre les partisans d'une législation reflétant les us et coutumes de la société. Un sujet signé Khalil Diomandé, Didier Nguessan. Merci pour ces éclairages qui profiteront assurément aux concernés. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle enregistré hier vendredi à 3 mars 2023 9 nouveaux cas de Covid-19 sur 237 échantillons prélevés, soit 3,8% de cas positifs, 12 guéris et 0 décès. À la date du 3 mars 2023, la Côte d'Ivoire compte donc 88 231 cas confirmés, dont 87 363 personnes guéries, 834 décès et 34 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 679 900 le 2 mars 2023. 3140 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 27 311 157 doses du 1er mars 2021 au 2 mars 2023. Du sourire et de la joie pour les veuves et orphelins des communes de Bongouanou et d'Ara. Ces populations cibles ont reçu des dons de l'ONG Aïkama. À travers ce geste, l'ONG entend apporter son soutien aux couches défavorisées de ces localités afin de leur apporter un peu de bonheur. Herman Yamia. Moment de joie et de générosité à Ara et à Bongouanou. Illustration parfaite de la solidarité que l'ONG Aïkama s'est assignée comme mission. À Bongouanou, où elle s'est rendue pour la première étape de cette journée de dons aux couches défavorisées, c'est à l'orphelinat Magnifica qu'elle a communié avec les pensionnaires. Plusieurs dons composés de vivres et de jouets ont été remis aux responsables de l'orphelinat. Je dis merci à la maman Kwame, parce que vraiment mon humour, ce qu'elle a mis en moi aujourd'hui là, vraiment c'est une grande joie. Que Dieu vous bénisse pour ces œuvres que vous menez pour les orphelins et les veuves. À Ara, où l'ONG Aïkama a terminé sa journée de dons, plusieurs veuves et orphelins de la commune ont reçu de nombreux dons composés de vivres et de non-vivres. Les autorités municipales et les bénéficiaires n'ont pas manqué de traduire leur gratitude à leurs bienfaiteurs. Merci à l'ONG, que vraiment ça aille de l'ampleur et que vraiment toute la Côte d'Ivoire et ses environs soient touchés. La présidente de l'ONG Aïkama, qui avait dans sa délégation des membres de la Conal Chaplin, a indiqué que son organisation s'est donnée pour mission d'assister les personnes démunies. Nous voulons leur apporter de l'espoir. Nous voulons leur dire que nous sommes avec eux. Nous allons nous battre, nous allons solliciter les entreprises, les personnes, les bienfaiteurs de ce pays à travers le monde pour leur venir en aide. Nous allons poser des actions fortes. Outre cette action, l'ONG Aïkama entend multiplier ses œuvres dans les autres localités du pays afin d'assister les personnes en situation difficile. Ils affichent aussi le sourire. Ce sont les enfants du village de Kosandji, localité située dans la sous-préfecture d'Alépé. La raison de cette joie est simple. Ils ont reçu une nouvelle école primaire de la part d'un généreux donateur, Ncho Christophe, député d'Alépé, qui veut ainsi réduire le déficit d'infrastructures scolaires. Dans cette région, les PP4 à Kosandji comprend 3 salles de classe avec un bureau, coût global de l'investissement 20 millions de francs CFA. Souleymane Denisson, Guy Abdoulaye Koné. Les populations villageoises de Kosandji peuvent manifester leur joie. Elles viennent de bénéficier d'un bâtiment de 3 classes, un don d'un fils de la région. Les enfants étaient à 4, à 5 sur une table, par manque de moyens effectivement.
il fallait que je vienne effectivement en concours à mes parents en réalisant ce joyau, en permettant effectivement à mes petits frères, à nos enfants, d'aller effectivement à l'école et concourir également avec les enfants qui sont en ville. On a besoin d'Ivoiriens nouveaux. Il faudrait que je concours à l'action du président de la République. Désormais, les enfants de ce village, situé à 43 km d'Alépé, n'auront plus à parcourir de longues distances pour être en classe. Nous avons beaucoup d'enfants qui fréquentent l'école, mais les conditions étaient difficiles. Les classes étaient surchargées. Il était important donc que nous disposions d'une quatrième école pour accueillir les enfants dans un meilleur cadre, que naturellement les résultats soient meilleurs. Cette nouvelle école, il y aura d'autres enfants peut-être qui viennent du campement, qui sont un peu plus proches de la 4e école, qui viendront régulièrement à l'école. Donc ça sera plus facile aux parents d'inscrire les enfants à la rentrée. Il y a une nouvelle école, je suis très contente. Ce qu'il a fait là, ce n'est pas tout le monde qui peut faire. Si ce n'est pas lui, il y a eu des députés avant lui. Mais celui-là, il a soulevé le nom de notre village. L'inauguration de cette école primaire, baptisée EPP 4 Kosandji, s'inscrit dans la vision du chef de l'État de faire de la scolarisation des enfants une réalité sur l'ensemble du territoire national. L'union fait la force. Le sens de cet adage semble bien avoir été compris par les femmes dans la région du Grand-Togo. 175 associations de femmes issues de tous les secteurs d'activité ont décidé d'unir leurs forces à travers une seule entité, la Fédération des groupements et associations féminines du Grand-Togo, en abrégé FEGAF. C'était au cours d'une assemblée générale constitutive qui a eu lieu à la préfecture de Bondoukou en présence de leur parrain Maïsan Kofi Noël. Godefroy Okambawe nous en parle. 175 associations féminines de la région du Grand-Togo décident d'agir en synergie pour plus d'efficacité. Réunies à la préfecture de Bondoukou, elles viennent de formaliser la création d'une entité commune dénommée la Fédération des groupements et associations féminins du Grand-Togo, FEGAF. Séance tenante, Kwasi Abena Yvonne est désignée pour diriger la FEGAF. La nouvelle présidente aura pour mission de dénicher des opportunités pour les femmes, booster leur potentialité et initier des activités génératrices de revenus. Je vous rassure de mon entière disponibilité pour tous les combats liés à cette mission capitale. Mes collègues et collaboratrices qui avaient placé votre confiance à ma personne, je vous exhorte à croire à cette belle aventure. Architecte de ce regroupement des femmes du Grand-Togo, le député de Bondoukou, Maïsan Kofi Noël, exprime sa satisfaction quant à la mise en place effective de la FEGAF. Il réaffirme sa ferme volonté à accompagner ces femmes dans la recherche de financement de leurs différents projets et dans l'encadrement. Nous, notre rôle, c'est de mettre en place l'organisation pour que vous puissiez avoir les ressources pour vous prendre en charge. Après qu'on ait mis en place ce bureau, mes équipes et moi allons recruter quelqu'un pour vous encadrer, pour s'occuper de vous de manière permanente. Nous allons travailler main dans la main pour faire en sorte que les populations du Grand-Togo puissent bénéficier de votre expérience et du bonheur que procure la mise en œuvre de ce type d'organisation. En perspective, Maïsan Kofi Noël annonce l'implantation du siège de la FEGAF, appelée la Maison des femmes du Grand-Togo. Tournons à présent le regard du côté de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, où se tient le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le MICA, marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain. Se tient au cours de ce festival. Il constitue un espace de promotion de produits culturels ouvert au lendemain du démarrage du FESPACO. Les festivals et tenanciers stands profitent pour échanger avec les visiteurs et écouler leurs produits. Envoyés spéciaux à Ouagadougou, Issa Djonoyeo, Célestin Frodo. Basé au siège du FESPACO, le marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain, MICA, permet aux producteurs, distributeurs, diffuseurs et porteurs de projets de se rencontrer et de vendre leurs films. Ouvert dimanche, les professionnels du secteur du cinéma ne ratent pas l'occasion de valoriser leur structure et produits culturels. Le CERAB Afrique est un instrument qui fait la promotion des arts vivants. Parmi donc les missions dévolues au centre, c'est le renforcement des capacités des praticiens de la culture.
Et c'est ce que nous faisons à travers donc, la mise en réseau d'un certain nombre d'acteurs pour les rendre encore plus professionnels, plus compétitifs et plus créatifs. Notre présence ici marque la sélection d'un de nos films d'école dans la compétition film d'école au sein du FESPACO, dont l'étudiant David Efali Kwame, le film a été sélectionné. Le film c'est Sauvetage, qui fait partie de la compétition film des écoles. Ce marché est aussi une occasion pour donner de l'intérêt aux archives. On est un fonds d'archives fondé en 2020, basé à Dakar, avec l'idée et avec comme but en fait, de récupérer des archives privées, photographiques, documents, papier, mais aussi travailler dans le reconditionnement, sauvegarde, conservation et surtout valorisation de ce patrimoine immense. La CEDEAO et plusieurs autres organisations régionales sont également présentes au MICA. Au-delà de l'industrie, de l'apport économique et de la place de la culture dans les économies à construire, la culture joue aussi un rôle déterminant dans le projet de société que nous voulons bâtir pour un espace commun, une CEDEAO des peuples, parce que nous avons en charge aussi les jeunes et les femmes, et il nous faut inscrire dans la conscience des populations, des jeunes comme des femmes, cette idée d'une Afrique unie, d'une sous-région unie, parce que ce n'est que dans ce projet-là commun que nous trouverons le destin qui est le nôtre. Rappelons que c'est en 1983 que le MICA a été instauré dans le programme du FESPACO. Et dans l'actualité internationale, le président français Emmanuel Macron est en République démocratique du Congo. Il a été accueilli hier par le Premier ministre Samalou Kondé, accompagné de quelques membres du gouvernement. Et ce samedi, il a été reçu par le président Félix Tshisekedi. La République démocratique du Congo, en proie à une rébellion dans sa partie orientale, ne doit pas être un butin de guerre, a lancé donc ce samedi à Kinshasa le président français Emmanuel Macron. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.